Aujourd'hui, on est en présence de Paul Grisel. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Du coup, Paul, si tu devais résumer ton parcours en 2-3 minutes, comment tu le présenterais? Je m'appelle Paul Grisel, j'ai 25 ans. J'ai fait des études, donc un TUT, une licence et un master assez basique, donc en communication, design, développement web. Ensuite, j'ai fait des stages donc en tant que développeur au Canada, à Paris. Et puis, depuis que j'ai 17 ans, je fais de la freelance, donc pour des clients, pour faire des sites web, principalement WordPress, mais aussi développement en général. Et depuis que j'ai 18 ans, j'ai lancé quelques boîtes. Donc là, j'arrive à 12 boîtes maintenant, 12-13 boîtes. Certains qui ont... Plus j'en lance, mieux ça a fonctionné, mais au début, c'était plus des agences de développement de sites web qu'on a fait avec des amis, etc. Et puis les derniers projets que j'ai faits, je vais en citer 4 qui ont dont je suis assez fier et qui ont bien fonctionné. C'est Bourgade, une extension de navigateur qui permet à chaque fois que tu ouvres un onglet, en fait, tu vois une petite publicité et tu récupères l'argent de la publicité et tu la redistribues pour une association. Un autre projet que j'ai fait qui a découlé un petit peu de ça, c'était j'ai réussi à avoir un partenariat avec WeForest, qui est un des plus gros planteurs d'arbres au monde. Ils sont partenaires par exemple avec Ecosia. Et après, j'ai créé un site qui s'appelle Plant My Forest et qui permet en fait de, quand tu es une entreprise, de planter le nombre d'arbres que tu veux. Et ils seront plantés dans la vraie vie, mais ils seront aussi plantés sur le site Plant My Forest. Et à partir de là, tu peux ajouter un petit backlink et nommer ta forêt. Donc la plupart des entreprises en fait nomment la forêt du nom de leur boîte. Et après, il y a un petit leaderboard qui fait que qui va planter la plus grande forêt. Donc voilà. Ça, c'est le deuxième projet qui en a découlé un petit peu de Bourgade, ensuite Plant My Forest. Un projet plus récent, puisque j'ai commencé à faire un petit peu des formations sur le no-code. Il y a 2-3 ans, je commençais à découvrir les outils no-code. Et à partir de là, j'ai créé une autre boîte pour accompagner des clients, qui s'appelle MakerPass, qui a bien un petit peu fonctionné. Et puis plus récemment, le projet dont je suis le plus fier et qui est le plus abouti, qui me rapporte le plus, et au niveau tech c'est le plus intéressant, au niveau développement, enfin vraiment sur toute la longueur, ça s'appelle Thunder Content. On utilise GPT-3, donc qui est une intelligence artificielle, développée par OpenAI, qui appartient à Microsoft et Elon Musk. Et en gros, on aide les entreprises à rédiger du contenu. Donc en gros, comment ça se passe, c'est tu écris par exemple un mot-clé ou 150 caractères, ensuite tu appelles l'intelligence artificielle, et l'intelligence artificielle va comprendre le contexte de ce que tu veux écrire sur n'importe quel sujet, et après on a ajouté des couches de technologie pour gérer plus de 25 langues, et ça va te rédiger la suite de ton contenu parce que ça a compris ce que tu veux dire. En gros, comment c'est possible, c'est qu'ils ont scanné quasiment l'entièreté du web et des millions de livres, et ça va pas te ressortir un copier-coller de ce qu'il a déjà vu, mais ça va vraiment t'écrire quelque chose du contenu unique. Donc voilà pour mon petit parcours. Et du coup, il y a 2 ans, j'étais encore dans des entreprises, tout pour mes études, pour l'alternance. Et après, j'ai jamais rejoint une boîte, j'ai directement commencé à faire mes projets. Et depuis 1 an, je suis à plein temps sur mes projets, sur mes side projects, etc. Pour faire un peu de sous de temps en temps, je prends des contrats freelance, parce que ça paye, okay. Et puis parce que c'est plus simple. Et voilà pour mon petit parcours. Ok, trop bien, j'ai noté plein de choses, on va pouvoir revenir dessus. Du coup, j'ai une petite... je pense qu'on va repartir dans l'ordre. Donc, tu as fait des études en com, design et web. Et qu'est-ce qui a fait finalement que tu t'es dit, c'est pendant tes études que tu as commencé à lancer des projets, c'est ça ? Ouais, c'est ça. En gros, c'est appliqué parce que tu vois, quand tu vois un truc en cours, super, tu l'as vu en cours, mais j'aimais vraiment ça, tu vois, le développement, le design en général. Le mieux pour appliquer ce que tu apprends, c'est faire des projets. Et aussi la volonté de vouloir créer une petite boîte ou créer des petits projets, c'était vraiment un passe-temps que j'aimais bien. Et du coup, après, autant faire de l'argent avec, quoi. Donc, ouais. Du coup, tu as commencé à faire de l'argent avec tes projets avant d'être majeur ? Ouais. En gros, avec 2 amis, on avait créé une agence pour accompagner les entreprises. En gros, on avait d'abord fait un projet qui s'appelle Rouen Bouge, qui est la plus grosse communauté de base, c'était pour des BDE pour faire la fête en Normandie. Ouais. Et aujourd'hui, il y a 30 000 membres. Je suis plus trop actif dedans, mais j'ai mon associé qui est encore à fond dedans et ça fonctionne très très bien. Et en gros, on allait voir les bars, les restaurants et les boîtes de nuit pour faire la promotion de leurs événements. Et plus ça allait, plus ils nous disaient ouais, c'est cool que vous fassiez notre promotion. Donc on faisait un peu on relayait sur Facebook les posts. Ouais. Et après ils nous disaient ouais, mais en fait on a besoin de flyers. Ok, on
donc à apprendre à créer une agence de communication. Et c'est là que ça a commencé à faire vraiment bien fonctionner. Donc les flyers, ensuite les gens ils ont dit ouais mais il nous faut peut-être un site internet. Ok, bon bah, on va vous faire un site internet et du coup ça a découlé. Après une billetterie, donc on codait des billetteries et tout. Et on prenait notre marge à chaque fois qu'un billet était vendu. Et c'est là que vraiment l'agence s'est créée à côté de la communauté vraiment. Et donc voilà, ça a bien fonctionné. Ça a été le premier projet que tu as lancé du coup ouais, je pense. Celui qui a rapporté des sous, ouais, le premier. Oui, après au collège, je faisais... ouais, voilà, c'est ça. Au collège, je faisais des petits sites, mais ça rapportait pas de sous. Mais ouais, c'était le premier et ça rapportait bien, quoi. Et c'était le premier où tu as eu beaucoup d'utilisateurs ou avant ça, tu as fait des trucs qui ont eu pas mal d'utilisateurs mais... Non. Avant, tu vois, quand on a commencé, enfin, genre, il y avait une croissance énorme, quoi. Vraiment, là, aujourd'hui, je sais pas c'est quoi exactement les chiffres, mais tu vois, une communauté de 30 000 personnes, c'est vraiment pas mal, tu vois. Surtout pour, c'est ultra local. Groupe Facebook, et ensuite on a essayé de convertir de Facebook pour avoir les données des gens, etc. Leur relayer ce qui leur intéressait. Par exemple, tu pouvais après liker les restaurants que t'aimais bien et après avoir des recommandations, etc. Donc après c'était aussi pas mal. Je suis plus trop sur Snapchat, mais il y a 3 ans Snapchat c'était vraiment, on avait beaucoup d'abonnés sur Snapchat et ça fonctionnait bien. Donc voilà. Ok, donc ça a été le premier business qui a fait de l'argent. Et du coup, vous étiez tous mineurs à l'époque où vous l'avez fait et que vous avez commencé à gagner des sous? Non, je crois qu'il y a que moi qui étais mineur. Ils avaient 2 ans de plus que moi. Donc ils étaient un peu plus vieux. Eux, ils ont continué. Et après, moi, j'ai continué mes études. Je suis parti du projet parce que je suis allé au Canada travailler pour vraiment une boîte. Et après, j'ai continué les études et j'ai continué à faire plein de petits side projects à côté. Ok. J'ai une question qui vient, une dernière par rapport à ce projet. Je sais que il y a plein de gens qui ont commencé des projets, c'était compliqué, si c'était mineur, etc. Comment vous avez fait pour encaisser vos premiers sous? Tu te rappelles de ça? Vous avez pu créer une boîte quand même ou? Ouais, statut auto-entrepreneur. Ok. Statut auto-entrepreneur, tu vois, t'as la marge, hein, tu peux aller jusqu'à 7 000 € par mois en restant auto-entrepreneur. Avant c'était moins, avant c'était 42 000. Mais tu vois, tu dispatches les contrats et ça va quoi. De toute façon, 42 000 quand t'es en études, pour toi c'est tellement c'était très bien. Et maintenant ils ont fait x2 sur le montant et tu vois, enfin même x2 c'est beaucoup quoi. Arriver déjà à 80 000 €, c'est pas mal quoi. Oui. Par an. Ok. Par an. Ok, trop bien. Du coup, t'es parti faire un stage au Canada et t'as arrêté un peu tes projets à ce moment-là? Ouais, eux ils étaient à fond dedans. En fait, quand tu fais du business avec les boîtes de nuit, avec les restaurants et les bars, c'est ultra. Faut vraiment les voir en physique. Tu vois, ils aiment bien discuter. Faut y aller le soir. Faut y aller avant qu'ils ouvrent avec le public. C'est vraiment dans le relationnel à fond. Faut vraiment, tu vois, tu peux pas. Il y a plein de business que tu peux gérer en remote. Aujourd'hui, tous mes business, enfin tout ce que je gère, j'ai besoin même avec ceux que je travaille, donc principalement mon frère. On n'est jamais à côté, on est tout le temps en remote. Lui, pendant longtemps, il était au Vietnam, moi j'étais en Australie, après je suis retourné en France. Enfin, tu vois, on se croisait jamais. Tout ça, ça se gère bien, même la gestion de clients, tu le fais par mail, ça fonctionne très bien. Le business avec les boîtes de nuit, les bars et les restaurants, c'est carrément autre chose. Faut vraiment y aller avant l'ouverture, tu bois un verre avec le gérant, tu discutes un peu, là tu fais le contrat et voilà. Donc moi j'étais à 7 heures j'étais à des milliers de kilomètres de là, donc je pouvais plus faire parce qu'on faisait tout, hein, tu vois, on n'avait pas des commerciaux et tout, on faisait le commercial et la journée on codait et le soir on chopait les contrats quoi. Donc j'ai délaissé un petit peu. Après je suis revenu un petit peu dans le projet et puis après j'ai un associé principalement qui a continué à fond et aujourd'hui il continue d'en vivre dessus quoi. Donc c'est cool. C'est devenu son projet principal? Ouais. C'est ça. Trop stylé. Premier projet qui a bien marché, juste que toi t'as décidé de faire autre chose. Pourquoi t'es pas resté dans ce projet-là? Parce que aussi, moi il y a plein de... Tu vois, aujourd'hui, je continue à faire des contrats freelance, mais c'est pas ça qui me plaît le plus, tu vois. Vraiment, choper un contrat, travailler pour quelqu'un, le livrer, gagner des sous. C'est cool, hein, c'est bien, ça fait des sous. Moi, je préfère vraiment travailler pour mon projet, mon SaaS, tu vois, et travailler sur mon site et après vendre des licences, vendre des trucs. Ça, je préfère beaucoup plus, tu vois. Tous les sites que j'ai fait après, ça s'écartait de plus en plus du service, tu vois. Je préfère du service, dans le sens où je dois démarcher des gens, leur créer quelque chose. J'ai travaillé pour eux et en fait après soit on continue à faire de la maintenance etc ou s'ils ont des besoins, mais je continue tout le temps à travailler pour quelqu'un et pour leur site.
Alors je préfère beaucoup plus travailler pour mon produit et ça, tu vois, c'est carrément plus cool. Oui. Tu vois, le matin, tu te réveilles, tu as envie de faire un peu de design parce que voilà, tu veux faire du design, parce qu'aujourd'hui tu as envie de faire du design, tu fais du design. Tu as envie de faire un peu de marketing, tu as envie de tester un peu d'ads ou de SEO, d'écrire un truc, tu fais ce que tu veux, tu vois. Alors quand tu travailles pour un client, bon bah si c'est un site web, dans 90%, t'as 90% de chances que ce soit du WordPress. Et du coup, bah, en fait, tu fais du WordPress, du WordPress, du WordPress. Après, il y a eu l'explosion d'Elementor, donc tu fais du WordPress Elementor. Et en fait, c'est souvent la même chose. Les problèmes que tu vas rencontrer, c'est souvent la même chose. Enfin, du moins pour mon cas, quoi. Donc, J'ai un peu fait ça quand j'étais plus jeune aussi, et c'était vraiment assez répétitif aussi, quoi. Donc c'est la principale raison pourquoi j'ai quitté le truc, c'est vraiment pour travailler pour mes projets, enfin pour mon projet, et j'espère qu'au bout d'un moment il y en aura un qui explosera et que bah ça permettra de me faire vivre à fond, et en plus bah pourquoi pas une petite équipe, tu vois, ça pourrait être cool. Ok, trop stylé. Du coup, quand t'étais en stage au Canada, t'as pas relancé de projet, c'est quand t'es revenu en France que t'as relancé des choses? Ouais, alors ça date un peu parce que j'avais alors attends, je suis allé au Canada, ensuite je suis revenu. Peut-être j'ai lancé des petits projets, mais ils ont pas trop fonctionné. Des sites e-commerce, des trucs comme ça, des petits trucs, mais ouais. T'as testé des trucs, ouais. Ouais, voilà, j'ai testé plein de trucs, rien n'a vraiment ultra bien fonctionné. Peut-être quelques centaines d'euros, mais pas trop. Ok. Tu sais, pour plein de gens, c'est énorme en vrai, ça, quand t'en as Oui, jamais oui, fait oui, en oui. ligne. Non, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Bah après en freelance, tu vois, ça me permettait vraiment de garder un cap. Et après aussi, j'étais en alternance à ce moment-là, donc tu vois, j'avais ma paye qui tombait, des petits projets à côté par moment qui me rapportaient des sous. Donc voilà. Mais après, c'est plus, il y a vraiment, je me suis remis à fond dedans, et des projets qui ont commencé à bien fonctionner. C'est il y a 3-4 ans quand j'ai lancé un projet qui a vraiment fait le déclic, c'était Bourgade. Je me suis mis à fond dedans. Ça n'a pas ultra bien fonctionné, mais c'était vraiment là où j'ai vraiment je me suis donné vraiment à fond, je voulais vraiment que ça explose, c'était un peu compliqué, etc. Parce que c'était basé sur la communauté, c'était des micros, tu vois, c'était l'argent de la publicité. Donc pour gagner de l'argent, enfin, si j'aurais un conseil à donner aux gens, vous lancez pas si vous commencez de zéro, vous lancez pas dans un business où c'est la publicité qui vous rapporte les sous. Parce que vous avez besoin de tellement de trafic que tu vois, pour faire 100 euros, tu as besoin de 100 000 visites par mois, ce qui est énorme, tu vois. Donc j'ai fait un peu cette erreur-là, de vouloir gagner mes sous grâce à la publicité. Comment elle est venue, l'idée de Bourgade? Je sais plus, ouais, alors ouais, c'est pareil, ça date un peu. C'était comment? C'était... je sais pas, j'avais l'idée, en gros, je me disais, mais en fait, des onglets, on en ouvre tout le temps, de la publicité, t'en vois tout le temps. On va associer les deux, et en gros, que ce soit pas gênant. Parce que plein de gens, tu vois, disaient, ouais, utilisez Cosia, utilise Lilo, etc. C'est cool, mais au final, tu vois, faut vraiment être ultra engagé pour utiliser ça, parce que le résultat, à la fin, tu vois, quand tu fais une recherche, pour des recherches basiques, ça va, mais tu vois, enfin, tu développes un petit peu, si tu commences à faire des recherches en tant que développeur un peu poussées, ben, tu retournes vite sur Google, parce que c'est Google qui a le plus de cohérence dans les recherches. Du coup, moi, je voulais créer un objet. Tu prêches un convaincu, hein. J'ai essayé, je sais pas combien de trucs privacy first, etc. et j'y reviens tout le temps à Google. Ça me fait chier, ouais, malheureusement. Et du coup, bah, en gros, je voulais créer un outil. Tu permets de donner des sous aux associations. Toi, ça te coûte rien. Et en plus, ça te gêne pas dans ta vie de tous les jours. Tu vois, c'est vraiment, tu vois de la pub passer. Voilà, c'est tout. Ouais. Tu ouvres un onglet, ça tu le fais tout le temps. Et tu vois de la publicité s'afficher. Ça te gêne en rien du tout. T'as juste affiché de la pub. Et tu récupères ça, tu la redistribues à qui tu veux. Donc voilà. Il y a Brave qui t'a un peu copié sur cette feature, non? Je sais pas si tu vois dans Brave, quand tu ouvres un onglet, ils affichent des pubs à eux pour financer Brave. Ok, ah bah tu vois, bah c'est bien. Je savais pas. Je connais Brave, j'ai jamais trop utilisé, mais ouais. Bah c'est bien, hein, tu vois, ça fonctionne bien. Ok. Et donc du coup, quand t'as lancé ça, c'était quoi tes moves du coup pour essayer de créer une communauté autour de ça, parce que c'était quand même, comme tu dis, c'était un business dur. Ouais. Bah tu vois, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé, après j'ai demandé à des potes de télécharger. Je sais plus comment je communiquais. Je crois que je communiquais sur Twitter, un peu LinkedIn, mais c'était vraiment les débuts, etc. Tu vois, c'était pas aussi simple que Rouen Bouge, etc. Tu vois, parce que Rouen Bouge, tu reposes des événements, les gens ils arrivent d'eux-mêmes parce qu'ils veulent vraiment, tu vois, participer aux événements. Donc tu rechopes en fait. À chaque fois que tu reposes pour une boîte de nuit ou un bar ou un resto, tu rechopes les gens qui vont déjà à ce bar et ce resto-là. Donc c'est super simple. Là vraiment, t'arrives et tu dis, bah voilà ce que j'ai fait, téléchargez-le.
tu commences vraiment de loin, tu vois. Moi, j'avais zéro communauté, rien du tout. Donc, tu commences petit à petit. Je crois que j'avais fait un lancement sur Product Hunt, mais qui avait pas fonctionné, j'avais rien respecté, etc. Je crois que je demandais aux gens de mon école, donc au début, t'as un petit peu des gens qui téléchargent, et ensuite, c'était le bouche à oreille, quoi. Donc, on est arrivé à quelques centaines d'utilisateurs, et c'est tout. Mais quelques centaines d'utilisateurs, tu vois, quand ton revenu est basé sur la publicité, c'est pas ouf, tu vois. Sur un abonnement, tu vois, quelques centaines d'utilisateurs, c'est très bien. Ça Parce peut que le si tu faire. fais un abonnement, ouais, ça peut monter assez vite. Mais sur du publicitaire, c'est pas ouf. Donc Ok. voilà, j'avais partagé ça comme ça. Et t'as fait ça pendant combien de temps que ce projet finalement? Enfin, sur combien de temps tu t'es focus Ouais. dessus? À fond, pas mal dessus. Je dirais 1 an et demi, 2 ans. Et après, ça explosait pas, etc. Je perdais un peu en motivation. Et pareil, le deuxième truc qui me motive à fond, c'est l'argent que tu fais, tu vois. T'as un projet, c'est assez binaire, hein, tu vois, genre, du moins c'est un peu comme ça. Je sais pas si, je pense qu'il y a pas mal de monde qui fonctionne comme ça, mais t'as un projet, tu taffes à fond dessus, puis tu vois que ça te rapporte des 100 balles par mois, etc. Tu te dis, punaise, pourquoi je fais ça? Après, tu peux avoir une vision ultra long-termiste, mais au bout d'un moment, tu veux que quand même ça te rapporte un peu de sous. Vraiment, le Au fait moins en de vivre. rentrer de l'argent, ça te motive vraiment beaucoup, et du coup, ça te permet d'aller vraiment plus loin. Et là, tu vois, ça a commencé à freiner, j'essayais de faire plein d'actions, j'essayais de faire des vidéos un petit peu virales pour dire, je me dis peut-être que ça va fonctionner, etc. Ça marchait un peu, mais pas de ouf. Les revenus augmentaient pas. Du coup, après, t'as la motivation qui baisse de plus en plus. Et du coup, après, je suis passé à C'était autre chose. quoi après un an et demi les revenus sur le projet? C'était une centaine d'euros, quoi. Le max que j'ai atteint, c'est une centaine d'euros, et après, ça décroît parce que il y avait de moins en moins de clics et de plus de gens qui s'en allaient, quoi. Et j'avais pas de grosse stratégie pour les retenir. Tu vois, il y avait pas de, Ouais. tu vois, j'avais pas d'avantage à leur dire, ouais, restez. Tu vois. Alors quand tu fais un SaaS, tu vois, tu dis, tu veux partir, je t'offre 1 mois ou 2 mois, ou, tu vois, t'as quelque chose pour les Ouais. retenir. Là, ils veulent le désinstaller, tu veux dire quoi? Oui, non, reste, s'il te plaît. Tu sais pas grand chose. Viens sauver plus de gens avec nous, allez. Ouais. Mais ok, ouais. Et donc du coup, après Bourgade, tu t'es lancé sur Plant.forest, c'est ça? Ouais, en gros, je voulais montrer que, c'est là vraiment, ça faisait quelques mois que j'utilisais à fond les outils, à fond. Je découvrais pas mal les outils no code. C'était il y a 2-3 ans, je crois. Et j'avais fait en 1 journée un site en no code, tu vois. Et vraiment, je voulais le système de leaderboard, etc., de vente d'arbres, et les entreprises peuvent mettre un lien et qui plantera la plus grosse forêt. Voilà. Et comme ça, elles peuvent le partager sur leurs comptes réseaux sociaux, etc. Et ça, j'avais fait, tu vois, en no-code, donc avec un site card, connecté avec un Zapier, un Stripe, et le leaderboard, c'était juste un Google Sheet. Donc, un truc tout simple que j'avais intégré sur le card. Et ça, j'avais tout construit en public, tu vois, toutes les étapes et tout, je l'ai posté sur Twitter. Les gens, ils s'étaient intéressés à fond. Et puis, après, je faisais quoi? Donc j'ai posté toutes les étapes, etc. Et j'ai lancé sur Product Hunt, et tu vois, en 1 journée ou 2, ça a fait $600. Et je me suis dit, ah ouais, il y a quand même, tu vois, il y a un potentiel. C'est pas pareil. Ça fait un mois, ouais, voilà, c'est ça. En 6 heures, ça te fait, ça explose autant. Et vraiment, là, tu vois, j'ai eu le petit déclic lance vraiment le plus vite possible et arrête de croire que c'est pas beau et tout. Parce qu'il y a des gens en tout, tu t'es fait $600 pour un Google Sheet que c'était même pas automatisé, c'était moi toutes les heures qui devais, tu vois, order de la plus grande à la plus petite forêt, tu vois. Si tu payais, t'arrivais tout en bas, même si t'avais planté le plus d'arbres. Il fallait que je passe à la main, c'était pas automatisé, tu vois. Et je me suis dit vraiment, le site il est pas très beau, les gens ils payent pour être dans un Google Sheet, et en tout ça a marché autant, alors qu'il me faudrait, en travaillant à fond sur Bourgade, il me faudrait 6 mois pour gagner autant, etc. Et je me suis dit, ah ouais, quand même. Et donc, pareil après. $600, c'est le bénéfice que tu t'es fait, donc en plus des arbres plantés, c'est ce que toi tu t'es fait dans ta poche, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, à peu près, tu vois, je te dis $600, oui. Mais c'est peut-être 500 et voilà. Bon, autour de 600. Et ça m'avait, ouais, voilà, c'était cool. Et puis, je me suis dit, c'est intéressant. Après, je continue en parallèle Bourgade à fond, tu vois, j'y croyais. Là, c'était le moment où j'y croyais encore à fond, que ça allait exploser et tout. Mais pareil, tu vois, il y a des motivations que ça rapporte pas autant qu'espéré. C'était mon premier projet style SaaS, tu vois, c'était pas pas comme l'agence avant où
Enfin, c'est simple, tu vois, l'agence, tu vas voir un client, bah, tu fais un devis, c'est 1000, 2000 euros, boum, t'as 2000 euros, il faut que t'aies fini la mission. Là, c'est un peu, t'essayes, tu vas à tatillon pour qu'un projet fonctionne. Et du coup, bah, j'y croyais encore, je pensais que ça allait exploser. Et ça, c'était avec Bourgade. Et là, bah, Plant My Forest, la première version de Plant My Forest en no-code qui fonctionne autant. Et je me suis dit, ah ouais, le no-code, bah, carrément intéressant. Et après, j'ai bien creusé, j'ai continué un petit peu, quoi. Et c'est là que j'ai commencé, je crois, à faire des vidéos. C'est toujours du no-code, Plant My Forest? Non. Après, bah justement, en gros, j'ai fait une vidéo qui explique un peu ça. Je me suis rendu compte, en gros, que pour expliquer aux gens, tous les projets aujourd'hui, tu peux les lancer en no-code, tu vois. Et fais d'abord une première version de no-code, vois si ça fonctionne, même si c'est un peu crado. Si les gens en ont besoin ou s'ils veulent payer, ils paieront. Même si tu crois que c'est pas propre et tout, même si tu crois qu'il te faut le site web de ouf, quoi. Et du coup, en fait, j'ai testé d'abord en no-code, et ensuite je me suis dit, ok, ça fonctionne plutôt bien, on va le refaire en codant, avec une vraie belle carte, tu vois, la carte elle est interactive, quand tu plantes un arbre, il y a vraiment un petit arbre qui s'affiche sur la carte, il y a vraiment le nom en dessous, tu peux cliquer sur la forêt, ça te redirige vers ton site. Pareil, le leaderboard, maintenant il est automatique, il est joli, etc. Donc en gros, non, maintenant tout est codé, et ça rapporte un petit peu, mais pas moins que Thunder Content, quoi. Vraiment moins que Thunder Content. Ok. Une dernière question sur Plant My Forest. Tu te rappelles d'où t'es venue un peu l'idée de faire ça en fait? Ouais, bah déjà ça en découlait un petit peu. Je discutais pas mal avec WeForest. Comme je te disais au début, WeForest, ils sont partenaires, enfin ils étaient partenaires avec Ecosia jusqu'en 2016. Maintenant Ecosia, ils ont leur propre gestionnaire de forêt. Mais de leur création jusqu'en 2016, ils étaient partenaires avec WeForest. Et ce partenariat, je l'avais eu avec Bourgade. On discutait pas mal et moi, c'était vraiment une association que j'aimais bien. Et je me suis dit comment je vais faire pour planter plus d'arbres, etc. Du coup, je me suis inspiré de The $1 Million Homepage. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Oui, c'est 1000 pixels sur 1000 pixels. Voilà. Bon, bah en gros ça. Et au début, je voulais faire juste des emojis. En fait, tu dois acheter 1 million d'arbres, etc. Et je me suis dit, en fait, non, on va faire le truc plus interactif. Et aussi de High Score Money. Je sais pas si tu vois ce que c'est. High Score Money, c'est en gros, c'est tout bête. T'as juste un leaderboard et c'est celui qui paye le plus qui est en haut. Voilà, point barre. Et du coup, je me suis dit, bon, bah ça, c'est un peu. D'ailleurs, j'ai eu la première place, tu vois. J'ai acheté pour, tu vois, $230. Ça sert absolument à rien. Mais pour $230, tu peux avoir la première place. Et du coup, je me suis inspiré de ça, mais je me suis dit, tiens, on va rajouter un truc en plus pour supporter WeForest, c'est juste, plutôt que juste donner de l'argent, on plante des vrais arbres. Et donc, voilà l'idée, comment elle est venue. Et c'est quoi le revenu modèle sur ça? Tu prends combien par rapport en pourcentage sur la forêt? Moi, j'achète 1 et je revends 3. En gros. Ok. J'achète $1, je revends $3. Ok, top. Je crois qu'on a pas mal parlé de Plant My Forest. Peut-être tu veux nous dire un petit peu. Entre temps, t'as des trucs que t'as essayé de lancer qui ont pas du tout marché. Genre t'as fait un test en no-code, c'était pourri, t'as laissé tomber. C'était sauverlaboutique.fr. Ça, j'avais fait ça vite fait. Bah, c'était au moment du Covid. J'avais proposé en fait à tous les. C'était que du no-code, tu vois. J'avais proposé aux restaurateurs, etc. de leur faire des applications et je me suis dit tiens, je vais tenter un truc, c'est prix libre. Tu vois, tu payes ce que tu veux. T'as envie de payer 20 euros, tu payes 20 euros. T'as envie de payer 500 euros. Après, je rappelais bien les prix, tu vois, s'ils avaient développé. Tu vois, c'était pour faire de la commande en ligne, de la vente de coupons pour venir plus tard, ou de la vente à emporter, etc. Donc, c'était proposer des applications site web et les gens payaient ce qu'ils voulaient, mais je leur rappelais un petit peu les prix, tu vois, de prix en agence, prix d'un freelance et moi, ce qu'ils voulaient payer. Et en fait, ça n'a pas fonctionné pas trop fonctionné parce que je me suis rappelé que les restaurateurs, faut vraiment les rencontrer, faut aller discuter avec eux, faut du relationnel, etc. Du coup, ça avait fait des vues, tu vois, et ça m'avait permis les gens s'intéressaient un petit peu. En plus, j'étais pas en France à ce moment-là, j'étais en Australie, mais tu vois, c'est là où mon LinkedIn a commencé un petit peu à grossir et les gens s'intéressaient un petit peu à ce que je faisais. Donc en gros, ça m'a pas rapporté de revenus, mais ça m'a rapporté des followers qui ont commencé à me suivre et voir ce que je faisais en no-code principalement. Ok. Donc voilà, des petits projets entre deux. Ça s'appelle sauverlaboutique.fr. Il existe toujours? On va voir, je pense. Oui, ça existe encore. C'est très drôle. J'ai fait un nom de domaine, je sais pas si tu vois, je les paye encore ou pas. Ouais.
Tu sais, Mais oui, du coup, ça existe. il y a pas longtemps, j'ai vu passer un tweet sur ça, là, où il faisait un concours de combien t'as de noms de domaine, je sais pas si t'as participé. Ouais, je connais le gars qui fait ça. C'est Highscore Domain, je crois, un truc comme ça. En gros, Ouais. tu mets avec ton gestionnaire de nom de domaine combien de domaines tu as et qui en aura le plus, quoi. C'est ça. Ouais. Ok, et donc du coup, après Plankton Forest, t'es passé sur Thunder Content, c'est ça? Ouais, en gros. Non, il y a eu Donc, Makerpath entre deux. ouais, ça c'est un projet en continu. Tu vois, c'est vraiment en Ok. mode freelance-like, accompagnement court. Tu vois, donc ça c'est un peu le projet que je fais quand des gens ont besoin. C'est là aussi que je remets mes cours que je fais en no-code principalement. Et quand j'ai besoin de clients, je les fais passer par Makerpass. Mais Makerpass c'est un peu une plateforme de formation / agence. Tu vois, c'est pas ultra intéressant. Enfin, on peut en discuter, mais tu vois, c'est assez basique. Tu vois, c'est juste des vidéos où je les fais passer en tant que freelance. Je fais rentrer des gens pour faire du freelance. Et tu vois, je fais soit des petits projets, j'explique aux gens, soit je reviens encore à du WordPress parce que les gens en fait ils pensent qu'ils vont faire du no-code, mais ça va être du Elementor quoi. Donc voilà. Ok. Sur ça, Et sur les vidéos, c'est quoi? C'est des vidéos de formation pour des outils no-code Ouais. Avant, il y a quelques mois, j'étais à fond dedans, à fond dedans. Je me lançais un petit peu sur YouTube parce que je voulais faire deux choses documenter ce que je faisais, ce que j'avais appris, Ouais. et le remettre, et perfectionner un peu mon anglais. Donc je me suis dit autant se faire un peu de mal et puis faire des vidéos que en anglais. J'essaie de faire mon contenu, sauf sur LinkedIn où en fait tout le monde est en français, mais j'essaie de tout passer en anglais, tu vois. Parce que je me dis que tu vois, si je veux parler un allemand, si je veux parler un néerlandais, ou un américain, un anglais, si je parle en français, personne va me comprendre. Si je parle anglais, je peux parler à tout le monde, tu vois. Du coup, j'essaie un peu de faire ça. Bon, c'est un peu rigolo parfois, mais ça va, ça passe. Tu vois, genre les vidéos, je galère un peu, mais bon, ça va. Ok. C'est une question que je me suis vachement posée moi avec le podcast du coup puisque on le fait en français là Ouais. et c'est pareil tu vois je suis vachement présent en anglais sur Twitter sur plein de communautés je suis dans Makerlog et Whip comme toi je crois. Ouais, Je crois. ouais, je suis. Et, euh, et c'est une vraie question de est-ce que tu vas toucher des Français ou le monde entier quoi parce que t'as vraiment genre 10% du monde ou le monde entier. Il y a une vraie différence et que je me suis pas mal posé. Tu sais, souvent t'as le truc de est-ce que quand tu fais un produit tu dis est-ce que je fais un produit pour une niche spécialisée ou alors je le fais pour tout le monde. Et du coup vu que souvent dans le milieu indie maker on dit qu'il faut nicher à mort, je me dis vas-y je reste en France parce que c'est ça ma niche et en plus le fait d'être présent à l'international moi j'ai des informations que ceux qui parlent mal anglais n'ont pas. Ouais, non, carrément. Donc du coup je les rapporte en France et c'est pour ça que je fais pas mal de trucs en français. Mais souvent c'est vachement tentant de se dire ah il y a quand même tellement de trucs stylés en anglais, ça serait bien de participer aussi. Donc je me tâte à aussi faire quelque chose en anglais pour voir qu'est-ce qui prend le mieux quoi. Après, il y a aussi le côté, tu vois, à l'aise, tu vois, genre moi, quand je fais des pareil podcasts ou conférences et que je dois parler en anglais, présenter des trucs en anglais, alors là, tu vois, on peut discuter, j'ai pas à réfléchir à chaque mot. Donc je peux aller plus profondément dans l'idée, tu vois, si je veux dire un truc, j'ai vraiment les mots qui me viennent assez rapidement. Alors qu'en anglais, je sais pas si t'es très à l'aise en anglais, mais tu vois, tu dois réfléchir un peu plus, c'est un exercice plus compliqué, tu vois. Ton cerveau il est pas consacré que à dégager une idée, il est consacré à réfléchir aux mots que tu vas utiliser et dégager une idée. Et avec, tu vois, par moment, tu vas donner des définitions de mots parce que tu connais pas le mot vraiment, donc tu vas définir un mot que tu connais pas. Moi, c'est ça en fait mes problèmes. C'est pour ça que vraiment vas-y, excuse-moi. Non, j'allais dire que je suis plutôt d'accord avec toi. Ouais. Je pense que tu vois actuellement là je me limite à faire un podcast par jour que le vendredi. Parce que c'est aussi fatigant même de le faire en français, tu vois, d'aller chercher des infos pendant 1h30 et vraiment d'essayer de mettre toute l'intensité possible. Des fois j'en ai fait 2-3 et je vois que c'est pas pareil. Et j'imagine en anglais l'énergie que ça doit te prendre quand je fais un podcast et c'est bon, je dors. C'est ça. Non, ouais, ça demande beaucoup plus de travail. Pareil, tu vois, genre, quand je fais là, pour revenir à Makerpass, tu posais la question sur les vidéos, etc., que je faisais. Ça serait en français, j'allume ma caméra, j'ai pas à réfléchir trop, tu vois, je remonte ce que j'ai déjà fait, je l'explique en français. Là, en anglais, tu vois, je vais peut-être checker un peu, je vais pas réviser, mais tu vois, me répéter un petit peu en amont les étapes que vraiment je dois faire et les mots que je vais devoir dire. Parce qu'il va y avoir des mots-clés, des mots techniques que, si tu dis pas le mot, les gens ils vont pas comprendre, tu vois. Donc ça demande effectivement plus d'efforts, tu vois. Et pareil, si tu switches en anglais,
peut-être que tu auras plus de gens qui vont t'écouter parce que tu vois, tu peux aller voir des Allemands qui vont écouter ce que tu dis, alors qu'aujourd'hui en français, bah, t'as que les gens francophones qui vont écouter Indie Maker, mais si tu seras en anglais, ouais, effectivement, il y aura peut-être plus de monde, quoi. Mais plus de travail, du coup. Ouais, c'est ça. Mais j'ai eu pas mal de. Du coup, moi, je vis pas en France aussi comme toi, je suis nomade. Enfin, là, tu vis en France Je suis en actuellement, France, c'est ça? là, donc, ouais. Ouais, Ouais, ouais. je suis en Mais France. à un moment donné, t'étais pas en France, c'est ça que je voulais dire. Non. Et donc, du coup, si je suis pas trop mauvais en anglais, j'ai rencontré pas mal de makers aussi anglophones. Et souvent, je me suis dit, putain, ça serait super intéressant d'avoir son parcours parce qu'il y a. Enfin, dans chaque parcours de maker, il y a des trucs super que tu vois pas chez d'autres. Et donc, c'est bien de le transposer. Ouh, c'était dur à dire ça. Donc, du coup, c'est pour ça que depuis pas longtemps, sur YouTube, par exemple, je mets des sous-titres en anglais pour que des anglophones puissent écouter, parce que les mecs que je rencontre ils disent ah j'aimerais bien voir et je suis bah non désolé c'est qu'en français. Donc au moins j'essaye de faire l'inverse, mais je pense qu'à un moment donné je vais faire des épisodes en anglais sous-titrés sur YouTube en français pour voir Bah si je ouais, peux. voir tes stats. Après, forcément, vu que tu as commencé à vraiment de zéro, tu vois, je pense que tes stats sont moins bonnes parce que tu vas te recréer une communauté. Aujourd'hui, tous les gens qui te suivent, ils te suivent parce que c'est en français, tu vois. Ouais. Et ça me fait penser à quelque chose, tu vois, avec The Family. Tu vois, The Family. Ils ont switché en anglais. Exactement. Et en gros, ils sont passés de genre 10 000 vues par vidéo parce que c'était, ils parlaient des conférences, tout ça en français. Et ils ont fait le pari de passer tout en anglais et ils sont retombés à 500 vues, tu vois. Donc, faut avoir le courage aussi, tu vois, vraiment de passer d'une énorme audience française, etc. Et de se dire, mais en fait, on va pas cibler que les Français, on va cibler le monde, parce que Ouais. le monde d'Internet, on va dire, parle quand même pas mal anglais. Mais après, il faut avoir le courage de se dire, est-ce que tu es prêt à accepter d'avoir 500 vues sur tes vidéos alors que t'as des milliers d'abonnés, quoi. C'est Ouais, un je pari vois. à prendre. Clairement. Mais du coup toi tu l'as fait, tu penses que c'est bien pour le projet Makerpass? C'est quelque chose qui a été bénéfique Ouais, bah, en plus du défi, je veux dire. moi, je parie vraiment sur l'anglais. Ouais, non, vraiment, je parie sur l'anglais, tu vois. Tous mes projets, au début, Bourgade, je sais plus si. Oui, non, j'ai lancé en français. Et tu vois, je me suis dit, mais si je l'avais lancé en anglais, j'aurais visé. Pourquoi je dois cibler plus les Français que le monde entier? Et j'aurais lancé en anglais directement, ça aurait peut-être mieux marché. Et maintenant, dès que je lance un projet, je lance obligatoirement. Première langue, c'est anglais. Ok. Je communique que en anglais parce que vraiment, là, j'ai une énorme communauté de Brésiliens, tu vois. J'aurais Ok. parlé en français, ils seraient jamais venus parce que c'est plus compliqué. Il y a plus de Brésiliens qui parlent anglais que de Brésiliens qui parlent français. Français. Ouais. Pareil, j'ai des Allemands, enfin tu vois, je te disais, en étant en anglais, au moins tu te poses pas la question. Tout le monde peut comprendre. Même les Français, même si t'es pas très bon, etc. Tu peux mieux comprendre, tu vois, l'anglais, etc. Donc vraiment, moi c'est le pari que je fais et je pense que ça va payer au bout d'un moment, quoi. Au niveau Ok. de la communication, des projets et de tout. Tout est en anglais. Et du coup c'est sur Makerpass que t'as beaucoup de Brésiliens? Non, sur le dernier projet, Thunder Content. Ok. Thunder Content, il y a une énorme communauté Amérique du Sud. Et en gros, il y a une explication, c'est parce qu'il y a des influenceurs, un gars qui a 300 000 abonnés Instagram, un autre gars sur TikTok, enfin il y a plein de gars sur TikTok qui ont fait des vidéos sur le produit, et du coup ça a ramené plein de monde. Trop ouf. Donc tu vois, j'aurais été en français, mais ils auraient jamais fait de vidéo. Toute l'Amérique du Sud, ils seraient jamais venus si ça aurait été en français, parce que ils auraient pas trop compris. Alors que je pense que ils parlent plus anglais, tu vois, que français. Et d'ailleurs, on va commencer à parler de Thunder Content, mais le produit, t'as dit qu'il était en plusieurs langues pour la génération de contenu, mais le site en Ouais. lui-même est en plusieurs langues aussi? En anglais. Non, pour Ok. non, pour le moment c'est que en anglais, parce que tu vois, au moins tu publies une page, tu publies du contenu. Oui, je pourrais le traduire dans les 25 langues, mais pour le moment on focus sur créer des nouvelles features, etc. Plutôt que, tu vois, il y a masse de taf, donc on priorise. Le site est en anglais. Faut que tu comprennes un peu des mots basiques, mais tu vois, enfin genre c'est generate. Bon, generate en français c'est générer, donc même si tu parles pas trop anglais, ça va. Tout est à peu près, tu vois. Title, c'est titre, donc ajouter un titre. Donc tous les mots sont, même si tu parles pas trop anglais, tu vas réussir à comprendre. Je suis en train de sortir. Et voilà, c'est ça. Et par contre, pour la génération de contenu, c'est 25 langues. Et par contre, toute l'interface, tout est en anglais. Mais bon, Ok. on verra si une grosse demande Ouais. à traduire. J'ai une question qui m'intéresse par rapport à Thunder Content. Je pense que ton produit ressemble un petit peu à
Headline, si je dis pas de bêtises. Du coup, tu l'as lancé quand par rapport à Headline? Lui, il l'a lancé maintenant, Bon, alors lui, il a une histoire de ouf, hein. Vraiment, je sais pas si tu es au courant de son histoire, c'est incroyable. En gros, c'est Danny, il s'appelle. Lui, il a lancé maintenant il y a 10 mois. Il y a 2 mois, il a vendu. Donc, en 8 mois, il est passé de 0. Après, bon, il y a une explication aussi, c'est qu'il avait des projets focus sur les landing pages depuis 5 ans. Donc, il répertorie plein de landing pages qui fonctionnent bien, etc. Lui, il a utilisé la même technologie que nous, donc GPT-3, pour générer. Lui, il était plus orienté sur les titrages que tu vas mettre sur tes landing pages, les paragraphes de vente, etc. Donc plus orienté marketing, et aussi pour le Facebook Ads. Donc lui, il a créé ça. Et il est passé de 0 à 20 000 de MRR. Et là, il a vendu en 8 mois, il est passé de 0 et il a vendu 1 million. Tu vois, donc c'est pas mal. Et il a 27 ans. Donc mais ça allait super vite, Mais tu vois, c'est pas en mode il s'est réveillé un matin, il a eu l'idée et il a créé le projet. Déjà, ça fait 5 ans qu'il a une communauté qui le suit parce qu'il répertorie des bonnes landing pages, des bonnes pages de vente, il fait des templates de bonnes pages de vente et là, il a proposé un produit pour créer ça. Donc c'est pour ça qu'il a eu une croissance exponentielle. Après, il a trop bien géré son marketing et tout. Et donc ouais, de 0 à 8 mois, il a vendu 1 million. C'est très bien. Donc lui, il a lancé je crois c'est en septembre, et nous on l'a lancé bien après, mais j'ai pas parié sur la même chose que lui. Nous on n'est pas sur la création de landing page, etc. On est plus orienté vers les pages produits et articles de blog. Vraiment le contenu pour le SEO, pour même des e-books, tu vois, tu peux rédiger. Donc on est plus orienté sur ça, notre produit. Que lui est plus orienté sur le Facebook Ads, Google Ads et j'avais testé à un moment donné, je crois qu'il a rajouté vers la fin la feature blog là, mais c'était pas dingue de ce côté. Nous justement, on a repris quelques de ses clients parce qu'il avait annoncé la feature et j'ai testé. Il y avait des options qu'il proposait en plus qui étaient intéressantes, mais tu vois, c'est le début. Il faut vraiment trouver comment GPT-3 fonctionne et tout pour avoir des bons articles de blog. Mais tu vois, on y travaille, nous on itère toutes les semaines pour avoir le meilleur résultat possible, quoi. Mais ouais, c'est pas facile. Ok, trop bien. Donc du coup, c'était un peu en même temps les deux lancements. Et comment toi t'es venu l'idée sur ce projet-là? En gros, tu vois, je suis convaincu que tu vois, le SEO, c'est ce qui est sur le plus long terme. Tu vois, aujourd'hui, Plant My Forest, j'ai fait quelques articles de blog, vraiment du contenu pour que ça tourne tout seul, tu vois. Je paye pas tous les mois de la publicité. J'ai mis des articles de blog, on voit ce qui se passe, j'ai ciblé des mots-clés, etc. On voit ce qui se passe, peut-être au bout de quelques mois, ça va commencer à attirer du monde et ça va tourner tout seul pour faire un petit revenu passif. Je pense vraiment que le SEO, sauf que écrire, tu vois, j'étais pas le meilleur pour ça, et puis par moment tu veux produire plus vite. Et j'avais appliqué parce que tu vois c'est long pour avoir l'accès à l'API de GPT-3, j'avais appliqué 6 mois avant, le temps d'avoir l'acceptation, tu dois répondre à plein de questions, c'est un process assez long. Et à la fin, je l'ai eu et j'ai testé le produit et je me suis dit mais c'est ouf, vraiment il y a un gros potentiel. Et pour répondre à mon besoin, à chaque fois que je lance un business, quand je dois faire, tu vois, des articles de blog, etc. Tu sais pas, enfin, tu sais quel mot-clé cibler, mais t'as un peu la flemme d'écrire tout le contenu. Et du coup, donc du coup, en gros, je voulais créer un outil qui m'aide moi d'abord, et puis je me suis dit déjà ça m'aide, je pense que ça va aider plein de monde, et ça a bien fonctionné, quoi. Ok. Tu peux nous parler un peu de revenus là? C'est quoi le MRR actuel? $1 000, là on vient de passer le cap des $1 000. Donc tu vois, au bout de 3 mois d'existence, c'est cool. Mais ce qui a bien fonctionné, et vraiment pareil pour ceux qui veulent lancer un projet, c'est faites l'effet de rareté, ça marche carrément. Et aussi, nous, on a fait des préventes, donc à tarif préférentiel, mais on a dit le nombre de places est limité. Tu vois, on voulait faire des tarifs préférentiels, mais on a dit que pour 100 personnes. Okay. Et du coup, ça, en une semaine, tu vois, ça a fait $5 000, plus de $5 000. Donc ça fait masse de ventes d'un coup, parce que les gens le voulaient. Et tu vois, le produit n'était même pas prêt. Tu vois. On a juste fait landing page, j'ai fait une petite démo POC pour montrer le potentiel de l'application, qui allait sortir 3 semaines après. Et c'était même pas prêt. En une semaine, ça fait tu vois, $5 000 de vente. Donc, tu vois, c'était quoi le tarif de la prévente? T'as proposé quoi? C'était $16 par mois. Au lieu de $19, et là on vient de passer à $39. Tu vois, on augmente, plus on... Et là, on a une offre qui est illimitée et qui est à $50,
qui va passer d'ici septembre, je pense, à $80. Tu vois, on augmente au fur et à mesure qu'on a des clients. Et puis aussi, tu vois, il n'y a pas le tarif fixe. Tu vois, peut-être j'annonce un prix là, peut-être demain ça va changer, peut-être on va faire un x3, peut-être, tu vois, tu changes tes prix, tu vois comment ça convertit, quoi. Et quand tu changes tes prix, t'augmentes tout le monde ou t'augmentes que les nouveaux clients, toi? Ah non, 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 imagine la mauvaise surprise. Genre, bah t'as pris un truc à $16 et puis le mois d'après Non, non, bah si t'as pris à $16, déjà on te remercie à vie parce que c'est toi qui as permis de faire exploser le projet. Tu vois, s'il y aurait pas eu ces gens qui sont arrivés dès le départ, bah le projet il serait, tu vois, style bourgade, tu vois, on aurait eu moins la motivation. Là, ça nous a donné un élan de motivation, on s'est dit, ouais, il y a un intérêt de ouf. Donc eux, ils vont rester à $16. Merci à eux, bravo, vous avez réussi à avoir l'offre. C'est pour ça, autant choper les offres quand elles sont le plus tôt possible. C'est drôle. Souvent, quand je vois des Américains ou quoi faire ça, ils disent, bah, ok, t'as chopé une offre, c'est trop cool, tu l'as pendant 1 an, et après, t'auras le prix comme tout le monde, quoi. T'as bénéficié d'1 an de pas cher. Et j'ai l'impression bah après, sur l'année. en France, on est plus timide sur ça, on se dit, bon, bah, c'est cool, tu nous as bien aidé, et toute ta vie. Je pensais que tu parlais par mois, tu vois, s'ils ont eu le premier mois à $16, mais si le mois d'après on le passait à $19, s'ils payaient $19. Ouais. Non, pour la première année, oui, effectivement. Mais après, tu vois, tu les remercies aussi. Par exemple, là, nous, on fonctionne sous forme de crédit. Qu'est-ce qu'un crédit? C'est un caractère que tu envoies pour la génération, et un caractère que tu reçois. Et par exemple, on peut, tu vois, pour $16, t'as 50 000 crédits, et l'offre d'après, elle est plus chère, mais t'as 300 000 crédits. Bah, peut-être qu'on va tu vois, les gens qui ont payé $16, on va les passer à l'offre supérieure, mais on va les laisser au prix à $19. Tu vois, effectivement, les augmenter, mais leur donner quand même des avantages. Enfin, je pense, tu vois, tu peux remercier. Ou alors faire la méthode américaine et dire, bon, bah, tu vas payer plein pot, merci d'être venu, t'inquiète, maintenant tu payes. Ouais, bah après, je pense que c'est une question de maturité de l'écosystème, tu vois. Pour le moment, les gens qui font du bootstrapping et qui grossissent, on n'est pas tant habitués, nous, en tant que Français, on va dire culturellement, à le vivre. Mais moi, sur plein de produits, j'ai eu une augmentation de prix et bah, le produit est devenu mieux. Ça faisait 2 ans que je le payais ou 1 an que je le payais pas cher et il était devenu mieux et j'ai pas trouvé ça très grave, tu vois. Il t'envoie un petit mail, il te dit, bon, ben, on augmente, est-ce que tu veux continuer, oui ou non? Pour telle et telle raison, on augmente et ça va être trop bien et c'est bien pour tout le monde. Et la plupart du temps, c'est ok, sauf quand t'as plus besoin du produit, quoi. Mais finalement, tu payais pour rien, donc tu t'en vas parce que tu payais pour rien. C'est juste un moment de te faire. Mais après ça, tu vois, c'est pareil, c'est à tester et ça peut être trop intéressant. C'est un sujet ultra intéressant, mais tu fais un échantillon. Tu vois, tu t'envoies pas un mail t'as 1000 clients, t'envoies pas un mail à tes 1000 clients et puis en fait, t'as un churn de 90%, tout le monde s'en va et tout parce que t'as augmenté le prix. T'en prends 100, puis tu vois ce qui se passe, et puis si tout le monde reste parce que t'as augmenté tes prix, bon bah c'est bon, t'envoies à tout le monde, et puis même s'il y en a quelques pourcents qui s'en vont, et que t'as fait un x2 sur ton prix, bon bah t'es gagnant. Mais ouais, effectivement, c'est carrément à tester. Pour le moment, on n'en est pas là, on verra, tu vois, là ça fait 3 mois, donc dans 9 mois, quand il y aura les premiers inscrits qui ont payé pour l'année, comment on gère ça, mais ouais, effectivement, voir si le prix augmentera forcément, tu vois, ils resteront pas à 16 € toute leur vie, parce qu'aujourd'hui ils ont trop de crédits par rapport à l'offre qu'ils payent de base. Mais peut-être, et puis on va voir ce qu'on leur propose. Mais oui, ça c'est des sujets ultra intéressants, mais qu'on commencera à se poser dans 6 mois, je pense. Oui, parce que là vous avez 3 mois d'existence, c'est ça? Ouais, voilà. C'est tout neuf. C'est tout jeune. Quand on a planifié le podcast, tu venais de le lancer, non? Ouais, c'est ça. C'était le début. Et bah tu vois, on aurait pu direct en parler parce que tu vois, au début ça a vraiment mieux fonctionné que maintenant où tu vois, maintenant on doit faire plus d'échanges email pour convaincre de nous rejoindre, quels sont les besoins des clients, comprendre un peu mieux et tout. Alors qu'au début, vraiment l'effet de rareté de dire il y a 100 places, il y a un tarif préférentiel, tu vois, on aurait pu en parler, c'est de ça qu'on parle. Tu vois, les $5 000, les $6 000 qui sont arrivés première semaine, c'est vraiment ce qui a fait les revenus d'un coup. Donc, Après, tu penses que qu'est-ce qui a fait que ces gens sont venus? C'est que tu avais déjà une audience de base et des gens qui étaient convaincus par ce que tu faisais? C'est LinkedIn. Clairement, c'est LinkedIn. Tu vois, quand j'ai commencé à faire, tu vois, sauver la boutique que je disais que ça fait rien, quasiment rien. Et ben au final, c'est la répercussion de sauver la boutique qui a attiré des gens parce que c'est un peu fait de viralité, la vidéo, etc. Les gens sont rentrés sur LinkedIn, m'ont suivi. Et tu vois, 1 an après, j'avais des gens qui me suivaient, ils ont liké, ils ont commenté, et ça m'a permis de faire bien fonctionner sur leur content. Donc ok, il y a des projets qui fonctionnent pas, qui vont pas te rapporter de l'argent dès le départ, mais qui vont te faire des gens qui vont s'intéresser à ce que tu fais, qui vont te suivre. Et peut-être un jour tu vas lancer un projet et ils seront là, ils seront au rendez-vous, tu vois. Et je pense que c'est ça. Hein. Je pense, tu vois, je commençais vraiment à rédiger toutes les semaines des posts sur LinkedIn.
proposer des ressources, des vidéos, des cours gratos. Et Ouais. puis au bout d'un moment, quand j'ai lancé un truc payant, les gens ils se sont dit on suit enfin je pense, tu vois. C'est le On suit fameux un petit peu. personal branding qu'on entend Ouais, de bah, plus en plus parler partout, quoi. mais même, tu vois, enfin, tu vois, je lance un petit peu des projets tout le temps, etc. Si je devrais lancer une marque à chaque fois, tu vois, si j'aurais tout donné pour faire grandir, sauver la boutique, ensuite tout donner pour faire grandir Bourgade. À chaque fois, en fait, tu recommences de zéro. Alors que moi, en tant qu'individu, tu vois, si je fais grandir ma communauté, parler de mes projets, mais tout le temps en mon nom, jamais en nom. Tu vois, c'est pas des pages que je crée. Enfin, je crée une page, mais je mets des posts ultra rarement. Je pense que ça paye plus. Parce que là, si je switch de Thunder Content, j'arrête tout, tu vois, on imagine, j'arrête tout, et je switch sur un nouveau projet, ben, j'ai tout l'historique de tous les gens qui me suivent. Et ils sont là, et ils seront là pour le prochain projet. Donc, enfin, ouais, vraiment, moi, c'est aussi ce que je recommande, c'est parler en son nom. Là, ça fonctionne carrément mieux. Ok, trop bien. Et du coup, alors là, je crois qu'on a fait pas mal le tour. On a parlé de Thunder Content. Ce que j'aimerais savoir là un petit peu, c'est quoi ton objectif avec Thunder Content là? Tu comptes l'amener où ce projet? Tu comptes faire quoi avec? Ah, bah là, déjà, sortir, bon, pour le moment, on est vraiment orienté, donc sortir 2 grosses features qui devaient arriver au mois de juin, ça prend un peu de retard, mais elles vont arriver, et ça, je pense, bah, quand on aura ces 3 grosses features-là, en tout, parce qu'aujourd'hui, on est orienté sur le texte. Ouais, On fait la génération de texte, l'accompagnement pour les articles de blog, etc. Moi, ce que je veux amener, c'est la génération automatique de podcast. Donc texte vers l'audio, ok, et que ça soit généré sans que tu aies à l'enregistrer, etc. Pour le mettre, par exemple, sur ton blog post, par exemple, tu as un article de blog, les gens n'ont pas le temps de le lire, mais ils peuvent le lancer en arrière-plan, et c'est comme un podcast que... Donc tu ouais, convertis ton article de blog en podcast, et après faire la génération automatique de vidéos. Donc en gros, un montage, ça comprend le contexte de ce que tu veux, de ce que tu as écrit, ça te le résume, ça te met en arrière-plan, ça a compris le contexte, donc tu as fait un article sur qu'est-ce que le Bitcoin, ça a compris que ça parlait de Bitcoin sans que tu lui dises, ça te ouais, fait le montage automatique, ça te résume tout ton article en quelques phrases, et tu vois une vidéo à la brute, et ouais. tout ça. Et donc des gens, en fait, dès qu'on aura ces 3 grosses features-là, moi je serai très content. Tu m'étonnes que ça prend un peu de Et temps. mais tu vois, c'est en cours. Et donc je fais ça avec mon frère. On a fait un POC et ça fonctionne. On vient de prouver que on peut le faire, tu vois. Donc c'est Ok. ouf. Et le jour où on aura ça, tu vois, on peut aller cibler tous les gens qui ont des articles, par exemple des WordPress, ça fait 10 ans qu'ils sont sur WordPress, qui ont 1000 articles et qui n'ont pas trop de visibilité, mais qui peuvent les ressortir, les articles qui sont encore un peu à jour, et qui peuvent cliquer sur un bouton, et ça génère une vidéo, tu vois, de 15 secondes, 20 secondes, juste pour attirer sur leur site. Et ils le postent sur les réseaux sociaux et tout. Pareil, pour en mettre des podcasts en haut de leurs articles, etc. Et donc tout ça, dès qu'on aura ces 3 features-là, je pense, tu vois, on va se démarquer déjà à fond de tout ce qui est concurrence, etc. Qui sont encore très dans la génération juste de texte, de texte, de texte. Nous, on va se démarquer en proposant 3 grosses features. Et après, l'objectif, c'est le 3333, hein, d'ici 2022, un chiffre assez connu des indie makers, tu vois, c'est le 100 000 dollars par an. Moi, j'aimerais bien ça, Ouais. tu vois. Atteindre ça d'ici 2022 ou au cours de l'année 2022. Là, on vient, tu vois, en 3 mois, le 1000 dollars de MRR, ce qui est cool. Je pensais que ça allait plus exploser, mais tu vois, à chaque fois, on a des attentes qui sont ultra hautes et au final, il y a la réalité qui te rattrape. Mais, mais ouais, les 8000 dollars en 2022, ça pourrait être cool, quoi. Bah, Voilà. c'est quand tu vois l'histoire de Dany, tu te dis waouh, tout ce qu'on peut faire en si peu de temps. Le million, Ouais. million en 8 mois. C'est ça. Mais ouais, après, je pense que là, les features que tu annonces, c'est clairement une dinguerie. Si si ça marche vraiment comme tu l'as vu avec ton POC, Ouais. Bah là, clairement, aujourd'hui, on tu vas casser focus. tu vas casser la baraque. On espère, tu vois. Moi, je pensais vraiment que, pareil, Thunder Content, vraiment avec le texte et le blog post et tout, ça allait exploser et tout. Ça a pas mal, enfin, ça a bien fonctionné, mais tu vois, je pensais que ça allait plus exploser. Là, avec le podcast et la vidéo, ouais, on espère que ça va être, pareil, ça va bien fonctionner. Ce qu'on focus aujourd'hui, tu vois, c'est l'esthétique, tu vois. T'es pas envie là, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est juste, ça te chope la vidéo et ça te met un texte dessus, mais le texte, il est pas très beau et pas très animé. Tu vois, vraiment faire des effets d'animation, etc. Ouais. Et si on arrive à faire ça, si c'est beau, si on arrive à faire ça, ouais, je pense, enfin, j'aimerais bien que ça fonctionne bien, quoi. Mais techniquement, normalement, c'est possible. Ouais, la base est là, techniquement. T'essayes de rendre Ouais. ça stylé. Et j'ai une question par rapport à ça, parce que sur les articles de blog, etc., tu peux quand même toujours venir modifier le texte.
par rapport à tes attentes, tu vois. Je suis pas sûr. Enfin, pour le coup, Headline, je l'ai testé pour moi et c'était bien à 90% du temps. Il y avait quand même des petites choses à un petit peu gérer, tu vois, à la main de temps en temps, des petits détails. Et donc du coup, sur le côté les features podcast et vidéo, t'auras pas d'éditeur quoi pour le moment. Pour couper, c'est-à-dire pour le podcast, c'est ça? Ouais, Tu pour dis? le podcast ou pour la vidéo, quand elle est générée, t'auras pas un moyen facile de dire ah, ça, pas tout à fait comme ça, tu vois. Bah en fait le podcast ça va être juste tu mets du texte, ça te le convertit en audio. Voilà. Ah, Donc ça donc c'est le podcast. c'est toi qui choisis le texte, donc ça va. Bah voilà, tu mets juste Voilà. du texte, t'as pas à parler, t'as pas à l'enregistrer. Donc c'est vraiment fait pour convertir les blog posts en audio. Et pour la vidéo, oui, t'auras la main, tu vois. Ça va te faire tout en étapes. Donc ok, l'intro, j'ai compris que ça parlait de Bitcoin. Bon bah je te mets un fond Bitcoin, mais si le fond Bitcoin, bah c'est, enfin la vidéo, ça te correspond pas, c'est pas ça que tu veux. Tu pourras aller chercher toi à la main. Mais l'objectif, tu vois, c'est vraiment d'automatiser. C'est pas prendre un éditeur vidéo et qui passe 1 heure pour chaque vidéo. C'est vraiment de faire clic, 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 repasser, ok. Et puis ce fond-là, il me plaît pas trop. Ce texte-là qui m'a généré, ce petit résumé-là, il manque peut-être cette info-là, ou ça c'est pas trop cohérent. Hop, je supprime, je retape un petit peu. Tu vois, c'est vraiment pour qu'il y ait le premier travail tout fait. Et puis dans certains cas, ça va te convenir à fond. Tu fais exporter et boum. Et voilà, t'as une vidéo. Ouais. Trop bien. Mais quand ça sort, je serai client. Même je vais aller regarder Ouais. avant parce que j'ai regardé Headline, mais j'avais bien kiffé, donc je vais aller regarder avant. Donc voilà, donc là les trois, tu vois, on veut vraiment s'orienter sur les trois piliers du contenu et tous nos concurrents ils s'orientent vraiment sur le marketing. Et ça on sait que bah tu vois genre avant c'était Headline, notre concurrent, il s'est fait racheter par conversion.ai 1 million. Donc c'est des mecs qui ont masse de budget, ils ont des équipes énormes. Nous on va s'orienter un peu plus sur le contenu. On sait que quand tu écris un article de blog, il te faut 1 à 3 mois pour qu'il soit référencé. Bah attends pas 1 à 3 mois, sors une petite vidéo de 15 secondes que tu peux poster sur tes réseaux sociaux pour en fait que ce soit un lead magnet pour attirer vers ton blog ou vers ton site. Donc tu vois un petit résumé de ton article de blog, hop, là, les gens ils regardent un petit peu la vidéo, hop, ils cliquent et là ils sont redirigés vers l'article, ils n'ont pas le temps de lire l'article, boum, ils lancent le podcast. Tu vois, on est sur tous les points du contenu. Attirer, si les gens ont le temps de lire, et s'ils n'ont pas le temps de lire, ben ils écoutent. Ok. Et donc on pourra se positionner sur ce point-là. Quoi. Et en concurrent aussi, t'as copy.ai, non? Ouais, pareil, eux c'est des grosses boîtes, tu vois. Copy.ai, conversion.ai, et il y a Copysmith aussi. Tu vois, les gros qui sont là. Après, il y en a plein de petits comme nous. Ouais. Et là, mais tout le monde s'oriente vraiment sur le contenu texte. Et nous, on va sortir de ça et on va aller vers la vidéo et l'audio. Et bah, ça sera top. Ok. Donc et en plus, tu vois, aujourd'hui, tout le monde est que basé sur GPT-3, l'intelligence artificielle. Nous, on veut ajouter notre stack, tu vois, vraiment nos connaissances qu'on a. Mon frère, il est assez bon en développement et tout. On va ajouter des surcouches, enfin plein de choses. Pareil, nos concurrents, ils sont très orientés anglais. Nous, on ajoute des surcouches de plein de traducteurs et tout pour que la traduction soit la plus optimale. Et comme ça, on peut aller cibler tout le marché Amérique du Sud, on peut aller cibler tout le marché français, on peut aller cibler tout le marché allemand, etc. quoi. Et pas que, bah même si ceux qui dépensent le plus c'est les États-Unis, mais pas que les États-Unis, tu vois. Ouais. Bah en fait, c'est plus facile d'aller chercher des Américains parce que bah y en a plus, etc. Mais en vrai, vu que tous les produits s'orientent vers ça, du coup t'as un edge super ouf d'aller chercher tous les autres, quoi, à qui on s'est pas intéressé et qui sont mal servis. Ok, trop bien. On a plus beaucoup de temps, si je me rappelle bien. On a 3 minutes, c'est ça? 30 minutes. 30 minutes. Ouais, jusqu'à 30. Okay. Non, on a 15 minutes. 15 jusqu'à minutes encore. Ouais. Okay. Trop bien. Et ben écoute, on va pouvoir aller sur mes petites questions finales. Donc tu nous as dit pas mal de choses. Est-ce que tu as d'autres projets dans le futur ou pour le moment tu vas te concentrer vraiment sur Thunder Content? Thunder Content, mais j'hésite en fait à dire bah c'est 3 produits distincts. Tu vois, vendre pour le texte, vendre pour l'audio et vendre pour la vidéo. Et après faire un package, tu peux acheter les 3. Soit appeler Thunder Audio, Thunder Vidéo, et puis tu vois faire vraiment 3 produits, et puis tu peux acheter un package.
Mais tu vois, ça sera toujours un peu genre dans le même délire. Ouais. Pour le moment, non, je focus à fond sur ça. Ça me plaît, tu vois, le matin, je me réveille, je suis trop content de travailler. Je travaille sur ce que je veux, j'ai envie de faire un email, j'ai envie de faire du design, j'ai envie de coder. C'est trop cool. Donc pour le moment, non. Peut-être des petits side projects, tu vois, là, je suis en train de faire un compteur de mots. Tu vois, ça c'est un peu à rien, mais je me dis, les gens qui écrivent, ils sont tout le temps en train de être googlé compteur de mots pour voir combien de mots ils ont écrit. Donc rapatrier ça. Mais c'est des petits side projects, en fait, qui me permettent de convertir sur Thunder Content. Ah ben clairement. Donc en fait, tout aujourd'hui est autour de Thunder Content. Ok. Oui, tu allais dire quelque chose? Non, c'est tout. Bah voilà, pas trop de projets pour le moment. J'en ai en tête, mais pas les sortir, quoi. Non, ok. non. C'est sur un petit papier. Je crois en Thunder Content. Ok, trop bien. Trop bien. Je crois qu'on a fait un peu le tour, mais en gros, pourquoi t'es parti sur la voie un peu indie maker plutôt qu'à d'être employé ou de faire une grosse boîte? T'as pensé à faire d'une grosse boîte Thunder Content par exemple? Genre aller C'est-à-dire lever des recruter fonds. du monde, etc. Ouais. Par exemple. Ouais. Parce que tu vois, genre, y a des jours je travaille pas. Si tu vas gérer une équipe et tout, tu ne peux pas ne pas travailler, tu vois. Quand je suis parti quand je voyageais, il y a des moments, tu vois, tu réponds aux emails, mais tu taffes pas trop. Il y a des moments où c'est être plus libre, tu vois, genre, tu fais un peu ce que tu veux. Comme je disais, déjà, ne pas rentrer dans une boîte, bah déjà au moins vraiment, tu fais vraiment ce que tu veux. T'es pas que développeur, t'es pas que chef de projet. Tu fais un peu tout. Et puis après, faire une grosse boîte, peut-être plus tard, hein, tu vois, moi je me dis pourquoi pas, si ça fonctionne bien et si j'ai besoin de personnel, recruter quelques profils, tu vois. Mon objectif, c'est pas de faire une méga grosse boîte avec plein d'employés. Si je peux recruter que quelques profils, mais des bons profils, ouais, ça m'intéresserait, tu vois. Ok. Ouais. Je crois que tu as pas mal répondu à cette question. Et du coup, qu'est-ce qui a fait le choix entre créer ta boîte ou plutôt rejoindre une boîte? Pourquoi tu es plutôt parti sur faire tes projets? Bah, tu vois, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment le matin, je me réveille, j'ai envie d'écrire un mail et l'envoyer à tous les gens que j'ai envie, je fais ça. Si un matin j'ai envie d'écrire un post LinkedIn sur le sujet que je veux, bah, je fais ce que je veux. Le design, pareil, tu vois. Les matins, je vais vouloir coder, puis il y a d'autres jours où je vais vouloir designer. Là, tu vois aussi, s'il y a des semaines où j'ai envie de partir en vacances, mais sans que ce soit prévu, tu vois, tu te dis, ah, putain, je suis à un spot trop joli, je vais faire du bateau. Tu vois, je prends un bateau, je joue un bateau. Bah ça, t'es employé, c'est quand même compliqué de dire à ton patron, bon maintenant en fait la semaine prochaine, vas-y, je suis pas là quoi. Je suis pas là. Tu vois, c'est ça, c'est un peu bateau, mais tous les mecs qui font qui te vendent des formations, c'est devenir libre, mais je crois que c'est ça au final, tu vois. Ils ont trouvé le bon mot, mais ouais, c'est être plus libre, mais même si c'est un peu bateau, tu vois. Non, c'est bateau parce qu'il y a des mecs qui nous l'ont vendu. Ouais, voilà, sur YouTube qui te vendent des formations, comment devenir libre en 5 étapes et se faire 1 million d'euros avec 3 clics, quoi. Mais, c'est ça, mais je pense que c'est quand tu compares notre vie aux gens qui sont dans un taf, c'est incomparable, quoi. C'est même pas. Je pense que pour nous, comme pour eux, c'est impossible de voir la vie dans l'autre sens, quoi. Ça n'a pas de sens. Ouais. Genre. Après, plus court-termiste, alors sur la liberté, mais sur l'argent, tu vois, moi j'ai des potes, là ils sont en emploi et tout, ils font 5 fois ce que je me fais, tu vois. Donc tu vois, mon MRR actuel, ou 2 fois ce que je fais et tout sur le court-termiste, eux ils gagnent plus d'argent, mais effectivement c'est plus compliqué. Enfin, tu vois, quand tu leur dis viens on s'en va en week-end le vendredi matin, moi je suis dispo le vendredi matin ou tout ça, ou même pour sortir le soir, ils sont là ouais mais demain j'ai une grosse réunion et tout, je peux pas trop sortir. Tu vois, nous, on se pose moins la question, je pense. Tu vois, tu t'as envie de t'en aller une semaine, bon bah tu t'en vas une semaine, puis tu gères un peu tout comme tu veux, t'as pas trop de comptes à rendre. Les seuls comptes à rendre que j'ai, c'est quand un client me contacte, mais j'ai 24 heures, enfin c'est ce que je promets, tu vois, j'ai 24 heures pour te répondre par email. Bon bah ça prend pas trop de temps, et puis tu peux gérer comme ça, quoi. C'est ce que je dis aux gens en général quand on essaie d'organiser des trucs ou quoi. Je leur dis mais moi je suis très très flex. C'est-à-dire que tout peut changer à tout moment, mais parce que j'ai trouvé un truc cool ailleurs, je le fais. Mais c'est pas grave.
je compare ça un peu entre être une machine ou être un humain. Tu vois, il y a les machines qui font des trucs programmés tout le temps au même moment. Et les humains, ben, tu vois un truc cool où t'as pas envie, aujourd'hui t'es fatigué, ben tu le fais pas, tu vois. Et c'est normal, il faut pas. Il y a des gens, tu sais, ils sont là, ouais, mais t'es pas fiable. Mais on n'est pas des machines. Juste, tu sais, je leur dis ça, quoi. Je dis, ouais, mais clairement, les trucs que je les fais, si je les fais au bon moment, je suis bien meilleur que n'importe qui. Parce que je les fais au bon moment. Non, c'est ça, et puis c'est aussi avoir le choix. Après, il y a de plus en plus de boîtes, tu vois, je vois, qui sont un peu avant-gardistes sur tout ça, sur la flexibilité des horaires, mais en France, tu vois, on est carrément en retard sur ça. C'est pareil, trouver un job en France, ouais, c'est très bien. Enfin, peut-être que je dis ça, peut-être dans 6 mois, je quitte tout, et puis je suis développeur WordPress pour une boîte. Mais tu vois, c'est genre... tu as envie de faire une grasse mat, tu as envie de taffer de 17h à 22h parce que voilà, ça te fait trop kiffer de travailler le soir, tu es libre de faire ça, tu vois. Alors qu'en France, on est un peu en retard sur tout ça. De se dire, non, t'as tes horaires, c'est de 9h à 17h et tout. Même si là, le Covid, ça a amené, tu vois, ça a amené un peu l'ouverture d'esprit sur tout ce qui est remote, même si en France, on est encore un petit peu en retard. Tu vois, les gens ont du mal à concevoir que ce soit autre part que le bureau. Bon, le Covid a apporté autre chose. Ça a amené des avantages et des inconvénients, le Covid, quoi. Ils ont compris que tu pouvais travailler à distance, mais ils ont pas eu les meilleures conditions pour la... Ouais, c'est ça. En fait, si tu fais une chose sous la contrainte, tu vois, si je te dis, la semaine prochaine, tu pars en vacances, bah, tu vas mal le... Même si je te dis que c'est vacances, moi, je t'impose que tu partes en vacances, donc tu vas mal le vivre. Bah, le télétravail, comment ça a été amené, effectivement, c'est ça. C'est un bel outil, tu vois, c'est une belle chose en soi, mais comment ça a été amené par la contrainte, bah, les gens étaient pas du tout prêts. Tu vois, les gens ils sont passés de ah mais moi je suis pas bien chez moi en fait parce que j'y arrive pas. On m'a pas expliqué comment faire, tu vois. Oui, puis il y a des gens qui ont un appartement qui est fait pour juste être le soir et dormir. Mais vivre toute la journée, c'est un enfer. En vrai, en vrai, quand tu l'as pas évalué pour ça, ton appart, ben, t'as pas un bon bureau, t'as pas un truc pour travailler, t'as pas un bon internet parce que t'as pas choisi l'appart pour avoir un bon internet. Et en France, c'est une vraie problématique encore d'avoir internet comme il faut. Enfin, je sais pas si tu vois à l'étranger, c'est facile, quoi. T'as de la fibre partout, mais en France, je sais que je peux pas aller travailler chez mon père, tu vois, par exemple, c'est impossible, impossible à bosser, alors que la maison est trop cool, tu vois, il a un bête de jardin et tout ça. Et si je vais chez lui, je passe un enfer à bosser. C'est genre tu fais une requête Google toutes les 20 secondes, quoi. Tu n'avances pas. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ont subi ça, quoi. Du coup, t'es dans un mauvais environnement de taf, quoi. C'est un bon appart pour être là le soir, mais vivre toute la journée dedans et bosser dedans, pas ouf, quoi. Mais il y a un truc aussi, les gens se sont trompés, tu vois, sur travail à la maison et télétravail. Tu vois, le télétravail, dans un sens ça marche, dans l'autre sens c'est pas forcément vrai. Tu vois, télétravail, c'est choisir le lieu où tu veux travailler. Ouais. Si t'as envie d'aller dans un espace de coworking, tu y vas. Si t'as envie de travailler dans un café, tu y vas. Pendant le Covid, c'était impossible, tu vois. Donc pareil, si tu veux travailler, tu te dis bon bah là j'ai envie de partir 2 semaines au Portugal parce que c'est time zone proche de la France. Tu pars au Portugal pendant 2 semaines, tu continues à travailler. C'est ça le télétravail, c'est pas de se dire tu restes chez toi et tu vas dans ta maison, quoi. C'est être libre de travailler là où tu veux. Et ça, je pense, ça aurait été un peu mieux vécu, et la liberté de se dire bah moi je commence petit à petit et après bah je partirai loin, etc. C'est un truc que j'aurais bien aimé, parce que dans les médias, il y a eu des trucs de télétravail dans tous les sens, là, on en a jamais autant parlé. Mais t'as eu que des gens qui ont parlé qui faisaient du télétravail depuis 6 mois, quoi, depuis qu'il y avait le Covid. T'aurais parlé à des gens qui en faisaient depuis plus longtemps comme nous, mais moi j'aurais dit, c'est chiant. Le télétravail, là, qu'on nous impose, c'est relou. C'est vraiment pas fun. Et ça, les gens l'ont pas vu. Il y en a plein qui ont pas, du coup, qui ont une mauvaise expérience avec ça et qui trouvent pas ça ouf. Donc, je trouve ça dommage parce qu'en vrai, c'est un moteur de liberté de ouf. C'est un bel outil. Ouais. Mais même là, tu vois, dans le côté liberté, ce que tu disais tout à l'heure, que tu peux être plus flex. Ma copine qui vit avec moi et qui est aussi en télétravail, elle est en CDI dans une boîte, et elle a encore du mal, tu vois, des fois elle me dit ah mais on s'est couché tard là, enfin on a mangé au restaurant tard, le temps de rentrer c'était tard, bref. Elle me dit ça fait chier, demain je me lève tôt. Je dis mais t'es pas obligé, et ta boîte t'oblige pas en plus, ils ont dit t'es pas obligé, tu vois, tu fais comme tu veux, tant que le truc est fait dans les temps c'est bon, tu vois. Donc même elle-même elle se l'impose à elle-même, elle dit bah non je peux pas me lever genre après 10 heures, ça le fait pas. Alors que en vrai tu pourrais, c'est pas grave. Bah, déjà c'est bien que sa boîte, tu vois, soit un peu ouverte d'esprit comme ça, c'est rare quand même, tu vois, les trucs où tu commences alors que tu veux, tu gères tes horaires comme tu veux, le côté aussi asynchrone, tu vois.
Elle a la chance que c'est une start-up, donc déjà, en général, ils sont plus modernes. Et le deuxième truc, c'est que la start-up a été créée pendant le Covid, donc ils n'ont pas trop eu le choix d'être modernes. Ah oui, Au début, ils c'est voulaient tout le monde. radical. Au moins, au début, ils voulaient que tout le monde vienne à Paris. Et puis finalement, ils ont dit bon ben, vous viendrez dans 6 mois. Puis dans 6 mois, c'était toujours pas possible. Donc finalement, ils ont fait évoluer leur Faites ce culture que avec vous ça. voulez, on verra. Ouais, Et puis c'est au ça. final, ça fonctionne aussi bien que dans une autre boîte qui est ultra rigide, en mode faut être au bureau, faut pas du tout être sur Facebook, on bloque tout, on fait confiance à personne. Au final, tu te rends compte que des boîtes qui laissent autant de liberté fonctionnent aussi bien qu'une boîte ultra rigide où faut être ultra en présentiel. T'arrives un quart d'heure en retard ou tu t'en vas un quart d'heure avant, tout le monde te dit t'as posé ta journée, tu vois genre. C'est ça, ouais. C'est ambiance pourrie, ça. En plus, je trouve que ça fait un truc trop cool quand t'as des gens Ben déjà, si t'as quelques personnes en remote et t'en as qui sont sur place, souvent les gens qui sont sur place, ils vont poser plein de questions aux gens qui sont en remote. Et alors t'es où là, tu fais quoi, etc. Et donc du coup, tu crées des liens plus forts entre les gens et tu pousses tout le monde souvent à vouloir faire du remote. Et le niveau de gens heureux dans la boîte augmente en général. Et en tout cas, c'est l'effet que j'ai vu dans toutes les boîtes où j'ai bossé et ça arrive aussi sur la boîte de Shannon, là. Donc ça, c'est assez cool, je trouve. Et c'est un effet un peu gratuit parce que ça coûte moins cher d'avoir des gens à distance et il y a de plus en plus de grosses boîtes qui se disent eh ben sinon vous voulez pas rester chez vous parce que c'est sympa quand même de pas payer de bureau. Ouais, et mais de faut juste savoir payer. compenser aussi, tu vois, donner des avantages Oui. supplémentaires, style. Ben, c'est obligé en Et- France de donner des avantages. Ils doivent te fournir un ordi, une chaise de bureau, enfin du matériel de bureautique et te payer internet et une partie de ton loyer même. Mais tout ça, Mm. ça coûte quand même moins cher qu'un bureau parce Qu'un que tu bureau. payes au prix business quoi le bureau. Donc c'est pas mal. Allez, il nous reste 5 minutes. Je te fais les dernières questions 5 minutes, finales ouais. et après tu peux aller courir rattraper ton train. Exactement. Du coup, une des questions, la première de mes questions finales, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances dans tes projets? Lance le plus tôt possible, vraiment. Crois pas qu'il faut que t'aies le plus beau des sites, crois pas qu'il faut que t'aies une feature supplémentaire pour lancer. Lance-le, vois ce qui se passe, et tu recommences, et puis vraiment, tu veux lancer, tu lances. Et l'anglais, focus l'anglais. moi, je me serais dit ça. Vraiment. Mais aujourd'hui, tu vois, je veux tout faire en anglais, et je me rends compte que je suis pas le plus bon en anglais. Et pour moi-même, hein, je me dirais ça. Ouais. Hein. Je me dis, au Paul il y a quelques années, je me dirais focus l'anglais et aussi dès que t'as une idée, lance-la. Arrête de croire que il faut attendre plein de temps. Et aussi, même si tu crois que tu sais pas faire, du moins en 2021 et même les outils d'avant, tout est accessible. Tu vois, tu fais un site web, tu sais pas coder, tu peux faire un site web. Tu sais pas faire de design, t'as quand même plein d'outils qui vont t'aider. Tu vois, on voit avec Canva aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'être un expert en Photoshop pour faire des petits visuels sympas. Il y a Card qui permet de faire des sites, etc. Enfin, tout est de plus en plus accessible. Avant, pour faire un site web, il te fallait plein d'argent. Aujourd'hui, tu vas sur One and One ou OVH, t'as des serveurs, ils valent 2 euros. Un nom de domaine, ça vaut 1 euro. Enfin, 3 euros pour lancer une idée. Bah, ça va, tu vois. Donc, lancer le plus vite et ne pas croire que tu sais pas faire. Tu sais faire. J'ai l'impression que la compétence la plus difficile maintenant, c'est de savoir rechercher de l'information et la synthétiser, tu sais. Plutôt que Ouais, c'est ça. juste la trouver. En fait, elle est partout, mais il faut Il y savoir a où la trouver. trop d'infos. Ouais. C'est ça. Tu cherches tuto comment faire un site web, tu vas en avoir 1 million de tutos. Alors que tu vois, faut savoir trouver la bonne et trouver ce qui va te correspondre. Et moi, je trouve la compétence la plus dure maintenant, tu vois, après plein de trucs, c'est écrire. Tu vois, là ça explose un peu, je sais pas pourquoi ce sujet-là il explose depuis 6 mois, c'est tout ce qui est copywriting et tout, écrire des bonnes pages de vente, etc. Et en fait, on en revient vraiment à la base, tu vois. L'ultra base, c'est savoir écrire, parce qu'en fait, toutes les idées que tu vas partager, même si c'est de la vidéo, bah de base tu l'as écrit, et après tu veux retranscrire quelque chose en vidéo, même si c'est de la vidéo, il faut savoir écrire. Une page de vente, bah t'as beau avoir le plus beau site du monde, si tu sais pas exprimer ton idée, si tu sais pas expliquer ton business, si tu sais pas écrire, et ben ça va être compliqué, tu vois. Et du coup, moi, tu vois, c'est aussi une des compétences qu'il faut que j'augmente, tu vois. Écrire et l'anglais. 2 trucs qu'il faut que j'améliore. Et après, le reste, tu vois, coder, tu peux apprendre, tu peux te débrouiller, tout ça. Mais l'écriture, ouais. Ouais, je pense qu'il y a une... En fait, c'est de plus en plus, j'ai l'impression qu'on avance sur les soft skills plutôt que sur les hard skills, tu vois. Même l'écriture en soi, on parle pas de écrire, savoir écrire des mots, et mettre des mots à la suite des autres, mais c'est plutôt la persuasion que tu vas mettre dans ton discours, c'est la construction d'un discours de vente, ou même
pour apprendre Quelle à des émotion gens, tu veux etc. dégager, est-ce que ça. tu veux apprendre, enfin tu vois, tout ça ouais, effectivement, tu vois, c'est pas ne pas faire de faute. Enfin vraiment quand je dis écrire, c'est pas oublier accent aigu, tu vois, bon oui c'est important, mais c'est pas forcément ça le plus important, tu vois, c'est vraiment ouais savoir bien écrire, savoir expliquer correctement, avoir des logiques dans le cerveau qui font que bah tu y arrives bien, qu'il y a des trucs logiques qui se passent dans ton cerveau quoi. Mais ouais, ça c'est ce que je recommanderais. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que je viens de me rendre compte de ça, tu vois, c'est un peu, pour ma question d'après, la citation, tu vois, c'est un truc que j'ai envie de reprendre de toi. C'est que sur LinkedIn, je suis très mauvais en orthographe, t'as peut-être dû le voir, on n'a pas échangé beaucoup par écrit, mais je suis très très mauvais, et en général je fais beaucoup de fautes, et j'ai pas mal bossé sur LinkedIn pour faire du copywriting et du personal branding, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que mon niveau d'écriture, il a augmenté de copywriting, donc la capacité à vraiment transmettre quelque chose dans le texte, a augmenté à fond mes vues. Et les échanges que j'avais, par contre mon niveau d'orthographe entre au tout début où je faisais aucun effort et à la fin où j'essayais de faire quand même qu'il n'y ait pas un connard qui me dise t'as fait une faute là et ça me saoulait, mais ça n'a rien changé sur les vues. Par contre le copywriting a grave changé. Ouais, je fais un petit peu de faute aussi, mais effectivement c'est quand même plus agréable de lire un truc sans faute, mais bon après tu vas pas faire la remarque, ouais tu sais pas écrire, tu fais des fautes. On s'en fout, c'est l'idée que tu veux dégager. Et ça c'est plus en français, tu vois, en anglais, vu que tu vois il y a plein de gens de partout qui parlent anglais, tu verras moins de commentaires en anglais qui te diront ouais t'as fait une erreur là ou alors t'as inversé les mots et tout, on s'en fout, enfin genre exprime ton idée. Ouais c'est ça. Donc bon, partage ton idée, on a compris ce que tu veux dire. Si on comprend pas, bon, on va dire c'est pas trop clair ce que tu as voulu dire, mais si tu fais quelques fautes, bon, c'est pas très grave. Vraiment. Et il y a qu'en France qu'on target à mort en mode t'as oublié un S, ligne 7, attention à toi, je n'ai rien compris de ce que ton poste veut dire, il n'y avait pas de S. J'ai arrêté de lire à la première faute. What? Extrémiste. Mais, ok. Très bien. Du coup, est-ce que tu as une citation préférée? On vient sur la question d'après. Ah ouais, tu m'avais demandé ça. Moi, j'ai pas trop je regarde pas trop de citations. J'essaie de lire des livres et tout qui sont cool. Ouais. Mais citations, non, j'ai pas trop de citations. On en parlait juste avant. J'ai pas d'exemple en tête. Tu vois, j'essaie de réfléchir pendant tout le truc. Qu'est-ce que je vais répondre à cette question, mais ce serait plus, tu vois, genre suivre des. Moi, alors un petit truc, c'est suivez des gens, allez sur Twitter, suivez des gens qui vraiment qui vous inspirent et vraiment que ce qu'ils disent ça vous intéresse. Et au bout d'un moment, ils posteront des trucs qui vous font un peu des déclics. Tu vois, t'as lu un tweet et tu te dis ah ouais, mais c'est évident. Et en fait, il fallait juste que je le lise pour y penser à chaque fois que je fais un truc. Quoi. J'ai pas trop d'exemples qui viennent en tête et j'ai pas trop de citations qui me viennent en tête. Ok. C'est mieux. Au lieu de donner, tu sais, c'est la fameuse expression donne un poisson à un pêcheur et il mangera une fois, donne-lui la canne, il mangera toute sa vie. Mais là, tu viens de retourner le problème et donner la canne à pêche, quoi. Ouais, c'est suivre des gens sur Twitter parce que Twitter au moins ça t'a permis d'avoir l'info en condensé. T'as pas 1300 caractères à lire pour avoir une idée exposée. Tu peux avoir en une phrase des idées qui sont assez intenses et ça par moment tu vas lire des trucs qui tu vas te dire ah oui c'est sûr ou je vais tester ça ou alors cette idée là oui c'est évident mais ça me permet de me faire une petite bascule dans mon cerveau et à chaque fois que je vais faire une chose je vais y penser quoi. Ok. Voilà. C'est le seul réseau social que j'ai gardé sur mon téléphone avec LinkedIn. Ouais. Donc, je suis plutôt d'accord. Moi j'aime bien Twitter. Twitter j'aime bien. Je suis Twitter, LinkedIn et YouTube aussi. Parfait, tu réponds déjà d'emblée à ma question de où c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre. On mettra si les gens veulent me suivre, ça va être LinkedIn en français pour mon post un peu sur tout ce que je fais. Là j'aimerais bien le switcher en anglais. Peut-être cet été je vais switcher mon LinkedIn en anglais pour voir ce qui se passe. Et Twitter aussi. Twitter c'est en anglais et je poste un peu en plus condensé, plus les petites étapes de mes projets, etc. Parce que tous mes projets je les fais en public. Donc chaque étape que je partage, mon nombre de users, ce que je gagne en argent, aussi ce que je développe, etc. Les petits tips de développement et tout, je les mets sur Twitter. Donc si les gens veulent venir. Et puis après, vidéo anglais, si des gens veulent apprendre un petit peu des outils no-code, un peu, tout ce que je fais, pareil, parfois je me filme et je le mets sur YouTube. Donc à chaque fois, on me trouve en écrivant Paul Grisel, prénom, nom, voilà. Ok, trop bien. C'est rigolo, tu parles de partager en public. J'ai créé une communauté Indie Maker sur Discord où on partage dans la communauté en public parce qu'on a beaucoup de mal à partager en public en France. Du coup, on commence via ça et j'ai permis aussi de connecter Makerlog et Whip direct. Il y a un bot et tu peux poster
Ah c'est bah cool, intéressant. j'irai faire un tour. Mais j'avais vu dans ta newsletter, j'avais lu ta newsletter et tu en parlais justement, donc j'irai faire un petit tour sur le Discord. Voilà. Deuxième chose que les gens apprennent, il y a une newsletter maintenant d'Indie Maker que vous pouvez Ouais. venir lire. Bah tu vois, je suis inscrit. Ouais, trop bien, trop bien. Bah, trop content. Et tu viens de me faire penser que je n'ai pas envoyé de numéro cette semaine ni la semaine dernière, il faut que j'en envoie. Ah là là. Et j'avais plein de choses à partager. Ok, très bien. Dernière question, le prochain invité que je fais venir dans le podcast selon toi? Bah tu me parlais en début de podcast l'anglais, teste l'anglais avec un Peter Levels ou un Marc de Whip. Tu l'invites. Ah, je et suis tu lui chaud poses des d'avoir questions. Marc. Ouais, en plus Bah j'ai voilà, parlé avec tu lui vois. déjà plein de fois. Donc, Je pense Marc est plus accessible que Peter. Peter c'est quand même. bah, les je seules pense. fois où j'ai parlé avec lui, il m'a trollé donc. Bon, il s'en fout. Hein. Moi, avant, on l'avait sur Telegram et tout. Il s'est barré de Telegram parce que, bon, en même temps, il y a plein de gens qui viennent beaucoup lui parler, quoi. Et il se fait tout le temps demander. Mais Marc, ouais, beaucoup plus accessible. Et ouais, invite-le. Et ça pourrait être un premier test en anglais. Ok. Et je pense que ça peut être carrément intéressant. Tu vas discuter avec lui et tout. En plus, bah, il a de l'expérience. Il a beaucoup de projets qui ont bien fonctionné. Et même, il est trop accessible. Moi, dès que je lui envoie un message, maintenant, on discute pas mal, tu vois, ensemble. Donc, c'est cool. Ouais, Très il intéressant. il est plutôt cool. Ok, bah vas-y, je vais tester ça, je suis trop chaud. Dans ma tête, quand je t'ai demandé ça, je me suis dit, vas-y, dis-moi un mec anglais, et comme ça, je me chauffe. Ah, bah, tu vois. Tu m'as entendu, parfait. Ouais. Eh ben, merci beaucoup. C'était un super épisode. Je suis très content Merci à toi pour l'invitation. C'était très cool. d'avoir fait ça avec toi. Désolé d'être un peu, d'avoir dépassé le temps là. J'ai gardé la souris sur l'horloge pour voir, pour qu'on arrive à bien timer ça. Pas de soucis. Trop cool que tu sois arrivé à prendre le temps. Si vous avez kiffé le podcast, envoyez des petits messages à Paul, spammez-le de love, comme ça lui fait plaisir aussi. Et puis vous pouvez lui poser d'autres questions si vous avez des questions sur ses projets. Et à dans une semaine pour le prochain épisode. Salut! Salut, bye.